Ça reçoit? Ça fonctionne, oui, très bien. Eh bien, une fois de plus, je suis tout à fait ravi de venir au Maroc, puisque à force de venir, je vais finir par demander la nationalité. Et donc là, je vais vous parler du deuxième grand sujet de l'actualité de la gynécologie, parce qu'aujourd'hui, quasiment dans nos salles de consultation, quand une femme rentre, on en parle tellement qu'on leur demande est-ce que vous venez pour un ovaire polykystique ou pour une endométriose? Parce que ça représente actuellement une proportion absolument énorme de notre activité. Alors, l'endométriose a été une maladie ignorée pendant très longtemps, puisque il y a encore 3-4 ans, on disait qu'il fallait 7 ans avant de faire un diagnostic d'endométriose chez une femme qui souffrait. Aujourd'hui, comme on en parle énormément dans les médias, tout le monde ne pense qu'à ça et on en trouve à tout le monde. Donc c'est un petit peu le sujet de ce que je vais présenter. Alors, l'endométriose est une maladie dont il est très difficile de savoir quel est le nombre de personnes atteintes, puisqu'on considère aujourd'hui que 10% de la population serait porteuse d'une endométriose, et que finalement, avec l'amélioration de l'utilisation des échographies qui sont de plus en plus performantes et des IRM qu'on utilise maintenant de manière extrêmement abondante, eh bien, on finit par trouver des endométrioses à quasiment tout le monde. Et donc, la question n'est plus tellement de... C'est tellement fréquent que la vraie question, c'est de savoir pourquoi certaines endométrioses deviennent des endométrioses graves et pourquoi de nombreuses femmes sont porteuses d'endométriose sans le savoir et pourquoi certaines femmes sont porteuses de simples dysménorrhées d'une endométriose qui n'augmenteront pas tout au cours de la vie. Donc aujourd'hui, le problème est d'essayer d'abord de comprendre d'où vient cette endométriose, mais surtout d'essayer de savoir qui aura une endométriose grave et qui faudra-t-il traiter. Est-ce la même maladie? Ce sont des questions qui sont encore sans réponse. Alors, traiter l'endométriose, à quoi ça sert? Alors, on peut rêver que traiter l'endométriose, c'est de faire de la prévention chez les adolescentes. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que quand on prend la pilule très tôt dans sa vie, on aura moins d'endométriose que si on ne la prend pas? Je répondrai tout à l'heure un peu à cette question. Donc, premièrement, est-ce qu'on peut prévenir l'endométriose? Deuxièmement, bien évidemment, traiter l'endométriose, et c'est ce que l'on fait le plus souvent, c'est traiter la douleur et la dysménorrhée. Et vous allez voir que de traiter la dysménorrhée et de traiter la douleur lors des rapports sexuels qui s'appelle la dyspareunie, les traitements médicaux n'ont pas la même efficacité. Le rêve du traitement de l'endométriose, c'est de modifier son histoire naturelle. À savoir, est-ce qu'une endométriose que l'on prendrait au début de la maladie, avec un traitement, on pourrait éviter qu'elle devienne une endométriose digestive, une endométriose urinaire, une endométriose pulmonaire? Est-ce que les traitements modifient l'histoire naturelle de l'endométriose? C'est encore des questions qui ne sont pas résolues. Et puis, le rêve, ce serait de faire échapper les endométriosiques aux chirurgiens, parce que la chirurgie de l'endométriose peut avoir un certain nombre de complications. Par exemple, enlever les endométriomes, c'est diminuer la réserve ovarienne et peut-être en abaissant ce qu'on mesure par une mesure d'une hormone qui s'appelle l'AMH, enlever des endométriomes, c'est abaisser l'AMH et que le taux d'AMH est le marqueur de l'âge à peu près de survenue de l'insuffisance ovarienne de la ménopause. Donc, la chirurgie itérative sur l'ovaire, c'est dangereux. Et puis, je ne parle même pas des chirurgies délabrantes quand on doit enlever des endométrioses digestives et qu'on doit mettre des intestins à la peau, quand on doit traiter des endométrioses sous-diaphragmatiques, on est obligé d'enlever des morceaux de la coupole diaphragmatique pour éviter les pneumothorax à répétition, etc. Donc, éviter la chirurgie lourde et mutilante dans les formes graves serait un des objectifs. Et puis, ce que l'on sait peu, c'est que l'endométriose, une fois opérée, ça récidive. Ça récidive très souvent. Et c'est une faute médicale d'opérer une endométriose sans donner un traitement médical après la chirurgie pour éviter les récidives.
c'est peu fait et c'est dommage. Et par ailleurs, quand on regarde les traitements de l'endométriose, ce qui est important de comprendre, c'est que, comme je viens de le dire, ce seront des traitements très longs, très très longs. Ce qui veut dire que dans le choix du traitement, la tolérance à long terme deviendra un des éléments majeurs du traitement de l'endométriose, parce que ce n'est pas des traitements pour 6 mois, c'est des traitements pour 10 ans, pour 20 ans, que l'on donnera à des femmes. Et donc, il faut absolument tenir compte au moins autant de la tolérance que de l'efficacité dans le traitement de l'endométriose. Et puis la dernière ligne, c'est une de nos grandes difficultés, c'est qu'aujourd'hui, tous les traitements médicaux de l'endométriose sont contraceptifs, et donc, par définition, ils n'améliorent pas la fertilité, ils ont même tendance à la bloquer, puisque tous les traitements, comme je viens de le dire, sont contraceptifs. Alors, comment est-ce qu'on traite l'endométriose ? D'abord, nos amis italiens, et Versellini en particulier, ont montré, on pense que les endométriomes ovariens sont liés aux ovulations, et donc en particulier aux ovulations hémorragiques. Et parmi les traitements de l'endométriose, il me semble capital d'arrêter les ovulations. Deuxièmement, traiter l'endométriose, c'est éviter la prolifération des tissus endométriose qui permettent, du fait de l'absence de saignement itératif dans l'abdomen, de lutter contre l'inflammation et la fibrose. Une question qui n'est pas résolue, ou en tout cas pour laquelle il y a encore beaucoup de débats, faut-il, quand on traite l'endométriose, amener une aménorrhée, oui ou non? Il n'y a aucune preuve aujourd'hui qu'on ait un effet meilleur en empêchant les hémorragies de privation liées aux œstroprogestatifs, alors que probablement de diminuer les règles diminue l'endométriose. Quelle différence y a-t-il entre une hémorragie de privation sous pilule et les règles naturelles? Eh bien, dans les règles naturelles, il y a une prolifération endométriale. Dans les hémorragies de privation, c'est un saignement sans prolifération endométriale. Et donc, il est certain que pour traiter l'endométriose, il faut bloquer la prolifération endométriale, par exemple avec un œstroprogestatif, mais rien ne permet de dire qu'il faut éviter les saignements, sauf quand, évidemment, je parle des hémorragies de privation, sauf, évidemment, lorsque la femme a des douleurs qui persistent lors des hémorragies de privation. Alors, la dernière question, c'est quels sont les facteurs de risque d'endométriose? Eh bien, les facteurs de risque d'endométriose ont tous un point commun, c'est le nombre de fois où une femme sera réglée dans sa vie et le nombre de fois où elle ovulera. Alors, quand on regarde ce travail qui a été publié dans l'American Journal en 2016, eh bien, quand on regarde le nombre, regardez tout au bout sur votre droite, le nombre de fois où une femme sera réglée dans sa vie, eh bien, vous voyez que naturellement, avant la contraception, avant le contrôle des naissances, une femme était réglée en gros 4 ans ou 5 ans dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle avait 10 grossesses, elle allaitait 2 ans par grossesse, elle était réglée à 16 ans et ménopausée à 50. Vous faites le calcul, réglée 4 ans dans sa vie. Aujourd'hui, une femme est réglée en moyenne 500 fois dans sa vie. Pourquoi? 2 enfants, 3 mois d'allaitement, et donc une femme qui, aujourd'hui, dans la vie moderne, le nombre d'ovulations et le nombre de règles, je ne parle pas d'hémorragie de privation, mais de règles, a été multiplié par des chiffres absolument faramineux au cours de ces derniers siècles. Donc c'est probablement une des grandes causes, à mon sens, de l'explosion du nombre d'endométrioses qu'on voit aujourd'hui. Et quand on regarde les autres marqueurs, eh bien c'est tous les mêmes. Plus on est réglé tard, moins on a d'endométriose. Plus on est ménopausé tôt, moins on a d'endométriose. Plus on a d'enfants, moins on a d'endométriose. Plus on allaite longtemps, moins on a d'endométriose. Donc la prévention de l'endométriose, c'est de diminuer le nombre de cycles ovulatoires chez la femme qui n'est absolument plus naturel actuellement. Alors, donc, d'où vient l'endométriose? Alors, on n'en sait pas grand-chose. Au départ, il y avait 2 théories. Il y avait la théorie de la métaplasie, c'est-à-dire des cellules qui n'étaient pas à leur place au moment de l'embryogénèse et qui se développaient. Et puis, il y a
la théorie du reflux qui dit que quand on a des saignements, il y a un reflux qui fait qu'il y a des cellules endométriosiques qui passent dans le petit bassin, qui s'implantent, qui vont donner une endométriose locale, et puis par les flux dans l'abdomen, eh bien, certaines de ces cellules vont migrer et peuvent aller même se fixer entre le foie à droite, entre le foie et la coupole diaphragmatique, et est susceptible de donner des endométrioses pulmonaires, par exemple. En fait, aujourd'hui, quelle différence il y a entre une cellule endométriosique et une cellule d'endomètre normale? Eh bien, on trouve de plus en plus d'anomalies géniques dans les cellules qui vont se fixer au niveau à une place aberrante, qui s'appelle l'endométriose. Et donc, aujourd'hui, toute la recherche vise à comprendre comment des mutations géniques sont susceptibles d'entraîner des capacités à se fixer ailleurs que dans un endroit habituel. Ça vous rappelle quelque chose? Ça s'appelle, quand c'est malin, ça s'appelle le cancer, et quand c'est bénin, ça s'appelle l'endométriose. Et donc, il y a beaucoup actuellement de recherches pour essayer de comprendre cette parenté entre cette capacité à une fixation en dehors de la place classique, pour essayer de comprendre quelle différence il y a entre un cancer et une endométriose. Et donc, je ne vais pas vous faire un cours sur la génétique, j'en suis totalement incapable. Donc, le traitement de l'endométriose vise à mon sens, à empêcher la prolifération endométriale et parfois les saignements quand ils persistent alors qu'on a bien bloqué, par exemple, avec une pilule. Mais globalement, je pense que le traitement de l'endométriose, c'est d'empêcher la prolifération endométriale. Alors, comment est-ce qu'on peut traiter? On peut traiter avec des œstroprogestatifs, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément la pilule. C'est proposé depuis 40 ans. On connaît très bien la tolérance des œstroprogestatifs. Et par ailleurs, il y a un travail qui a été publié dans Fertile Stérile en 2014 qui montre qu'un progestatif est d'autant plus capable de bloquer une prolifération endométriale que lorsqu'on ajoute des œstrogènes dans le milieu de culture. Donc, il semble qu'il soit plus logique de donner un œstroprogestatif plutôt qu'un progestatif. Donc, l'œstroprogestatif en France est aujourd'hui considéré comme le traitement de première ligne de l'endométriose. Et on va voir sur les traitements de deuxième ligne. Alors ça, c'est le travail dont je viens de vous parler, sur lequel c'est du dienogeste dans les milieux de culture. Eh bien, on voit que la prolifération est diminuée lorsque l'on rajoute des œstrogènes au dienogeste. Alors, quand on regarde maintenant des études, et on en a un certain nombre, sur la douleur associée à la prise d'œstroprogestatifs, eh bien, on a des effets tout à fait prouvés que les œstroprogestatifs diminuent la dysménorrhée de l'endométriose et pas seulement la dysménorrhée essentielle. Mais ça, c'est un travail toujours de notre collègue Versellini italien, qui a montré que, en fait, un certain nombre de femmes, lorsqu'elles prennent un œstroprogestatif en discontinu, ont encore des douleurs pendant la semaine d'arrêt. Et là, l'utilisation de traitements combinés continus améliore l'efficacité du traitement. Donc, on considère aujourd'hui, enfin, je considère aujourd'hui que le traitement de première ligne de l'endométriose chez une femme qui se plaint de douleur, c'est de donner en première intention un œstroprogestatif de manière discontinue, puis, si les douleurs persistent, d'essayer de donner un traitement en combiné continu, sachant que pour des raisons qui sont compliquées à expliquer, auxquelles je pourrais répondre tout à l'heure si vous le souhaitez, quand vous prenez un œstroprogestatif en combiné continu, vous finissez par avoir des saignements pour des raisons de fragilisation des vaisseaux endométriaux liés à la prise continue de progestatif, et que ce n'est pas toujours très simple à obtenir dans les traitements de combiné continu. Donc, voilà, ça, je viens de le dire. Alors maintenant, le traitement qui a été le plus utilisé pendant très longtemps et qui l'est encore beaucoup, c'est les progestatifs purs. Pourquoi? Parce que les progestatifs entraînent bien une atrophie de l'endomètre, les progestatifs entraînent bien
une disparition des douleurs, les progestatifs entraînent bien une aménorrhée, mais utiliser les macroprogestatifs à long terme, c'est entraîner une hypoœstrogénie chronique. Par exemple, quand on prend un macroprogestatif en continu, eh bien, le taux d'estradiol circulant est à 20-30 picogrammes par millilitre, ce qui n'est pas forcément bon ni pour l'os, ni pour le risque cardiovasculaire. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, les progestatifs sont considérés comme traitement de deuxième ligne, mais avec une place importante, puisqu'il y a beaucoup de contre-indications aux œstroprogestatifs ou de mauvaise tolérance. Alors, le progestatif qui a été le plus étudié, si ce n'est le seul qui a été étudié dans l'endométriose, c'est le Dienogest. Le Dienogest, qui est commercialisé ici au Maroc, je le sais, ce produit, personne ne sait s'il est meilleur que les autres progestatifs, mais comme on dit dans les cours de récréation, c'est celui qui dit qu'il y est, hein, puisque c'est le seul à avoir démontré réellement, en dehors des progestatifs androgéniques qu'on n'utilise plus, eh bien, ce produit a des effets. Donc voilà l'effet du Dienogest sur les scores de douleur. C'est évident que ça marche bien. Voilà l'évolution de la taille des endométrioses à 6 mois et à 12 mois. Ça vient d'être publié en 2020. Donc là encore, on a un effet pérenne sur 12 mois. Voilà toujours le Dienogest sur des scores, sur un score d'endométriose qui s'appelle le APP. Donc on voit qu'on a des effets très intéressants de ce progestatif et une assez bonne tolérance. Et donc la conclusion d'un article de 2015 disait que le Dienogest est efficace et supérieur au placebo, qu'il est effectif dans la réduction des lésions endométriosiques, mais que nous manquons de travaux qui le comparent aux autres traitements. Et par ailleurs, on a peu de travaux sur la tolérance à très long terme de ce type de progestatif, en particulier sur l'os. Et par ailleurs, aujourd'hui, en France, on est très touché par des maladies, des méningiomes, des tumeurs cérébrales qui sont liées à l'utilisation des macroprogestatifs pendant des dizaines d'années. C'est la raison pour laquelle, en tout cas, on n'utilise plus des produits comme l'acétate de cyprotérone, qui sont des progestatifs trop puissants et qu'on a beaucoup utilisés dans l'endométriose. Alors, les progestatifs peuvent être utilisés pour traiter l'endométriose par d'autres voies. Vous connaissez Mirena. Mirena, c'est un progestatif qui délivre localement un progestatif. Malheureusement, il n'est pas anti-ovulatoire et il n'est pas sans effet secondaire non plus. Il est recommandé aussi en première intention. Il entraîne très souvent une aménorrhée et il n'est pas anti-gonadotrope, c'est-à-dire qu'il ne freine pas l'effet des gonadotrophines. Et puis, il est aussi efficace que les autres traitements dans le traitement de la douleur de l'endométriose, mais son taux de persistance à 5 ans est relativement est de 50% seulement. C'est-à-dire que quand on place un Mirena chez une femme qui a de l'endométriose, 50% des femmes vont l'avoir fait enlever dans les 5 ans. Alors, le traitement qui a été le traitement à un moment donné à la mode, c'est l'utilisation des agonistes de la LHRH. C'est des traitements extrêmement puissants, dont le problème est qu'ils entraînent des hypoœstrogénies chroniques et qui sont chers à l'utilisation. Et donc, on est obligé d'utiliser ce qu'on appelle de l'ADBAC thérapie, c'est-à-dire qu'on rajoute un traitement aux analogues pour éviter les conséquences de l'hypoœstrogénie. Et il y a un produit que personnellement j'utilise beaucoup dans les formes graves d'endométriose en association avec les analogues de la LHRH avec des suivis sur de très longues années, c'est de rajouter en ADBAC thérapie de la tibolone. Pourquoi ? Parce que la tibolone, ça a un effet sur le syndrome climatérique et n'entraîne pas de reprise de la prolifération endométriale, contrairement aux œstrogènes. Alors, voici les recommandations telles qu'elles sont faites actuellement en France. C'est ce qu'on appelle les RCP. En première intention, les œstroprogestatifs en continu ou au discontinu, le système intra-utérin qui délivre du lévonorgestrel, donc Mirena, et en seconde intention, bien sûr les analogues, mais sur des courts traitements, et le Dienogest
comme progestatifs. Les micro-progestatifs, comme par exemple le désogestrel, Cerazette, ou comment ça s'appelle ici Cerazette, mais vous avez aussi un autre. Voilà, ces produits-là peuvent aussi être utilisés dans l'endométriose, mais avec moins de preuves. Alors, quels sont les résultats du traitement? Eh bien, tous les traitements médicaux de l'endométriose ont la même efficacité sur la douleur. Donc, c'est la raison pour laquelle on choisit en première intention les produits qui donneront la meilleure tolérance à long terme, d'où le choix des œstroprogestatifs. Et donc, c'est un travail... tous les travaux montrent qu'il n'y a pas de différence, encore une fois, d'efficacité sur la douleur en fonction du type de traitement. Les traitements médicaux, contrairement à ce qu'on a pensé pendant très longtemps, sont susceptibles de faire diminuer la taille des endométriomes, sont susceptibles de faire diminuer la taille des lésions de l'endométriose profonde. Donc, en l'absence d'urgence, eh bien, le traitement médical, y compris dans les endométrioses profondes, restera le traitement de première intention, en dehors évidemment de nécessité chirurgicale. La fertilité, je l'ai dit, le traitement de l'endométriose médicale n'a pas d'effet sur la fertilité. C'est la raison pour laquelle on propose la chirurgie maintenant en première intention avec la PMA, ou plutôt la PMA et la chirurgie si nécessaire. Un petit chapitre très court sur quel traitement de la ménopause chez une femme qui a eu une endométriose. Eh bien, pourquoi c'est si important? Parce qu'il y a beaucoup de femmes endométriosiques à qui on a enlevé les ovaires et enlevé l'utérus. Eh bien, chez ces femmes-là, il faut quand même donner un progestatif ou de la progestérone avec le traitement de l'endométriose, car on a moins de récidives, y compris chez les femmes hystérectomisées, lorsque l'on donne un progestatif avec le traitement médical. La prévention, eh bien, je vous l'ai dit, on espère que la pilule est capable de diminuer le risque d'endométriose, mais un vrai problème, c'est un problème méthodologique. Parce qu'on donne la pilule aux femmes qui ont des dysménorrhées et on trouve plus d'endométriose chez les femmes qui ont des dysménorrhées. Donc il y a un seul travail, à ma connaissance, qui a regardé le risque d'endométriose chez des adolescentes qui ont été traitées par pilule alors qu'elles n'avaient pas de dysménorrhée. Eh bien, on aurait une diminution de l'apparition ultérieure de l'endométriose. Prévention tertiaire, je l'ai déjà dit, il faut traiter absolument les endométrioses après avoir été opérées. Petit point particulier, chez des femmes qui ont été opérées d'une endométriose, il faut utiliser des traitements combinés continus qui font beaucoup mieux que les traitements combinés discontinus, ce qui n'a pas été prouvé en traitement de première intention. En post-opératoire, on a aussi un travail qui montre que le dienogeste évite les récidives. Et donc, les recommandations, c'est qu'il est recommandé de prescrire un traitement hormonal post-opératoire pour limiter les récidives de l'endométriose après une chirurgie. Voilà. Donc la conclusion, et je m'arrête là, parce que je pourrais vous parler pendant des heures, c'est que personne ne connaît l'histoire naturelle de l'endométriose. Personne ne connaît la différence entre les endométrioses qui vont devenir graves et les endométrioses qui ne deviendront pas. Donc, on a tendance à vouloir traiter au maximum les femmes. Il faut utiliser des traitements les mieux supportés possibles. Et donc, je vous ai donné l'ordre de préférence. Et surtout, n'oubliez pas de traiter les femmes après les avoir opérées. Je vous remercie. Merci, Monsieur Christian Jamin. Si vous voulez bien présenter vos questions à l'assistance. On aura droit à 2 questions. Elles seront donc ciblées. S'il vous plaît. Oui, madame. Il faut donner un micro aux orateurs. La question que je vous pose, elle est un peu loin du sujet. Si les femmes sont opérées pour une endométriose et on a une insuffisance ovarienne, est-ce que le PRP peut faire l'affaire pour augmenter l'AMH? Merci. Le PRP. Le plasma riche en plaquettes. Riche en plaquettes. La nouvelle tendance de thérapie cellulaire. Jamais entendu parler. Pas des cellules louches, mais c'est la thérapie plutôt cosméto, rhumato.
Jamais, en matière. jamais entendu parler, Pour jamais parler lu de trava- lifting, jamais un entendu lifting ovarien lu de travail suivi. là-dessus. Malheureusement, quand on a une insuffisance ovarienne périphérique prématurée, il n'y a plus de follicules, ou il n'y en a presque plus, et donc je ne crois pas qu'il y a quoi que ce soit qui soit capable de les faire revivre. Moi, les plaquettes, je me les retiens pour moi. Je les donne aux personnes. Je ne sais pas vous. Mais... Moi non plus. Oui, monsieur. Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur, traiter une jeune femme par les œstroprogestatifs en l'exposant dans le futur à un risque cancérigène ou d'embolie artérielle. Je comprends. Vous me dites que la prise de pilule expose les femmes à des cancers ultérieurs? C'est ça votre question? Oui. Eh bien, la réponse, c'est que quand on regarde toutes les études épidémiologiques, les femmes qui ont pris la pilule ont moins de cancers que celles qui ne l'ont pas prise, avec une diminution drastique des cancers de l'ovaire, des cancers de l'endomètre, pas d'augmentation prouvée du cancer du sein. Donc, il n'y a pas d'augmentation des cancers chez des femmes qui prennent la pilule pendant très longtemps. Et pour les embolies artérielles? Pour les embolies artérielles. Embolies. Ah, pour les embolies. Ah oui, alors ça, c'est clair que l'inconvénient connu de la pilule œstroprogestative, c'est 2 ou 3 cas supplémentaires de thromboembolie veineuse, et c'est la raison pour laquelle, en particulier, j'ai dit qu'il y avait une grande place aussi pour les progestatifs, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, à un moment donné, seront amenées soit à ne jamais prendre de pilule quand elles ont des facteurs de risque, soit quand l'âge avance, et en particulier s'associe à d'autres facteurs de risque, on évite de donner des produits qui sont thrombogènes, et la pilule en fait partie. Je partage votre avis, mais d'une manière générale, c'est un autre sujet. Merci l'assistance. Et monsieur Christian Jamin, merci pour votre présentation, sous les applaudissements de l'assistance. Nous allons offrir à nos orateurs, monsieur Christian Jamin et monsieur Fabio Fascinetti, un petit geste qui, si vous voulez bien recevoir de madame docteur Boujlili un petit présent. Attestation pour monsieur Christian Jamin. En guise de remerciement de Forska, la Fédération des omnipraticiens de la région Rabat Sadir Knetra.